Bonjour et bienvenue dans l'épisode 120 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Myriam Bost, psychologue, avec qui nous allons discuter de la question des comportements débordants en classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle, spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Dans cet épisode, je reçois donc Myriam Bost, qui est psychologue et que vous connaissez peut-être sur les réseaux, derrière le pseudo Ludvivo, thérapeute créative. Je vous laisse écouter notre entretien et vous en souhaite une belle écoute. Bonjour Myriam, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode du podcast dans lequel nous allons aborder la question des comportements débordants. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Très contente que tu m'aies proposé ce thème parce qu'effectivement, je pense que c'est un thème où il y a pas mal de choses à dire. Ouais, exactement. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter aux auditeurs, auditrices qui te connaissent pas, raconte-nous un peu qui tu es, ce que tu fais. Alors, je suis psychologue et je me suis spécialisée dans tout ce qui est accompagnement des enfants neuroatypiques, mais j'accompagne beaucoup les parents en fait. Je fais peu d'interventions directes avec les enfants et les ados, je suis plus directement avec les parents. Je suis aussi formatrice, j'interviens pour des organismes de formation pour tout ce qui est professionnel dans le médico-social. Et puis, effectivement, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux pour donner des infos, quoi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés et que j'ai eu envie de t'inviter dans le podcast parce que j'aime beaucoup ce que tu partages et l'esprit dans lequel tu le partages sur les réseaux. C'est toujours hyper pédagogique, simple, concret et puis déculpabilisant. Donc, c'est vraiment chouette. C'est gentil, merci. Du coup, pour commencer, peut-être que j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un comportement débordant et qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors, moi, je parle maintenant de comportement débordant parce qu'on parle parfois de crise, on parle parfois de comportement problème, on va parler de troubles du comportement, on va parler de comportement défi. Et en fait, c'est parce que c'est souvent des jugements que nous, adultes, on pose sur le comportement qu'on observe, parce qu'effectivement, c'est un comportement dérangeant dans le contexte dans lequel il apparaît. Mais l'idée, c'est quand je parle de comportement débordant, c'est que en fait, l'enfant, il est complètement débordé par ce qui se passe pour lui. Et c'est en ça, en fait, surtout que j'utilise maintenant cette notion-là plutôt que de parler de problème, de comportement. C'est parce qu'en fait, l'enfant qui a un comportement qui est pour nous adultes très dérangeant, il ne le fait pas pour nous faire chier. Ah oui, désolée, je dis des gros mots. Il ne fait pas du tout pour nous embêter. Il est vraiment, en fait, complètement débordé par la situation. Et il tente, comme il peut, de faire et de se comporter dans une situation qui est ingérable pour lui. Et du coup, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est pour qu'on sorte de la représentation que mais il le fait exprès, il le fait pour nous embêter, il le fait pour nous provoquer. Non, pas du tout, en fait. Quand l'enfant, il est en train d'hurler, en fait, c'est qu'il n'arrive plus à faire autrement, quoi. Ouais. Ce que j'aime bien aussi dans l'idée de parler de comportement débordant, c'est que c'est le comportement qui est débordant et que c'est pas l'enfant. Exactement. On pourrait pas avoir tendance à parler d'élève perturbateur, mais en fait, c'est pas l'élève vraiment qui est perturbateur intrinsèquement lui, c'est son comportement à ce moment-là qui l'est. Et du coup, ça lui laisse aussi une chance de pouvoir ne pas l'être et de pouvoir se dire que voilà, c'est ce que je fais et vis à ce moment-là. Exactement. Pour certaines raisons. Tout à fait. Et puis, il y a des comportements, le même comportement peut être jugé comme étant problématique dans un contexte et moins dans un autre. Je vais prendre l'exemple d'un enfant qui pourrait faire des stéréotypies verbales façon à la maison, peut-être que ça sera moins vu comme étant dérangeant, alors que dans un fonctionnement classe, ça va assez vite être perturbant pour l'ensemble des élèves et le professeur. Et du coup, on va dire, non, mais là, il faut qu'il arrête ce comportement. Donc, du coup, l'idée, elle est aussi là, c'est que le comportement débordant, il va déborder aussi suivant le contexte. Et du coup, suivant un contexte classe, on n'aura pas forcément les mêmes exigences, ce qui est logique, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes règles qu'un contexte loisir, par exemple, ou un contexte familial. Et donc, à chaque fois, on aura besoin d'avoir ça en tête parce qu'on va juger sur un instant T le comportement de l'enfant, quoi.
C'est intéressant parce que du coup, ça permet de remettre en perspective aussi ce qui se passe, que pour les élèves, c'est pas forcément toujours hyper limpide ou explicite que ce que je fais là, je peux pas le faire à un autre endroit, mais que c'est autorisé à un autre moment, etc. Exactement. Ça peut faire partie des premières pistes. Moi, j'aime beaucoup parler d'explicitation souvent et de se dire qu'il faut plus on est clair, plus on est clair aussi avec soi. Donc, c'est-à-dire que là, les enseignants qui vont nous écouter vont dire, oui, ils vont peut-être réaliser que peut-être que ça, faut que je le clarifie et que déjà, ça va pouvoir être une première chose à rappeler ou à dire aux élèves. Quoi. Et par exemple, il y a quelque chose qui revient souvent des fois avec les enfants neuroatypiques, c'est la gestion du volume de voix. C'est que parfois, ils se rendent pas compte que leur volume de voix n'est pas adapté, qu'ils peuvent parler très fort dans la classe alors qu'on leur demande de chuchoter. Et alors qu'ils sont pleins de bonne volonté à participer, à répondre, etc. Et pour autant, on va leur dire non, mais pas comme ça. Et du coup, l'idée de dire à quel moment j'ai le droit de crier. Et ben effectivement, dans la cour de récréation. Et du coup, on va utiliser des pictogrammes, par exemple, pour leur dire ok, la cour de récréation, c'est ok de crier. Et en classe, on leur met le picto de je chuchote, je fais silence et je parle quand l'enseignant il m'interroge, mais avec des outils bien visuel parce que je sais que souvent c'est tout le temps ce qu'on répète aux élèves, c'est tout le temps ce qu'on leur donne comme outil. On leur dit beaucoup de consignes verbales, mais l'enfant neuroatypique, il a besoin de visuel pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous attendez de lui. Et du coup, c'est hyper concret et généralement ça aide vraiment parce que du coup, on a juste à remontrer la consigne et hop, l'enfant il se corrige. Ah oui, c'est vrai, je chuchote. Dans ce que tu viens de dire, tu as utilisé le mot neuroatypique qui est peut-être pas familier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est rapidement ? Quand je parle de fonctionnement neuroatypique, je parle du fait que le cerveau va traiter l'information d'une certaine manière. Alors parfois c'est par exemple c'est l'attention qui va avoir du mal à être soutenue dans certaines tâches répétitives, par exemple au niveau scolaire, et avec une agitation motrice trop forte. Au bout d'un certain temps, on pourra peut-être avoir un diagnostic de TDAH qui soit posé parce que si c'est trop impactant dans le fonctionnement de l'enfant, on va se dire peut-être qu'effectivement il y a un trouble déficitaire attentionnel avec ou non hyperactivité. Mais des fois, le traitement de l'information, il est sur le langage écrit, donc la lecture. Des fois, c'est sur le langage oral, c'est-à-dire la compréhension du langage. Ça peut être aussi sur les gestes ou sinon sur les interactions sociales. Et donc, c'est ce qui fait partie de tout ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire l'autisme, le TDAH, les troubles spécifiques des apprentissages qu'on appelait avant dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, tout ce qu'on appelait dysphasie, qu'on appelle maintenant troubles spécifiques du langage oral, et les troubles des coordinations qu'on appelait dyspraxie, pardon. Ok. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que dans les neuroatypiques, il y a d'autres... Alors là, c'était plutôt d'un point de vue des troubles. Là, ce que tu nous as dit, dans les neuroatypies, il y a peut-être pas que des troubles. En fait, d'une manière générale, on ne devrait pas considérer ça comme un trouble parce que c'est un trouble parce que l'environnement est souvent pas adapté au fonctionnement. Et donc, effectivement, le fonctionnement du cerveau différent va être problématique pour être inclus. Et la difficulté, et c'est vraiment des enjeux à l'heure actuelle au niveau éducation nationale, c'est que, hélas, les conditions d'accueil ne sont pas idéales pour personne, aussi bien l'enseignant que pour les élèves. Et quand on a un élève avec un fonctionnement neuroatypique, on se retrouve des fois bien embêté pour comprendre tout ce que notre enseignant essaye de nous transmettre. Et l'enseignant se retrouve aussi bien embêté pour arriver à se mettre à la portée de son élève neuroatypique, mais parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il y a trop de personnes, parce qu'il a plusieurs élèves avec plusieurs fonctionnements neuroatypiques différents. Et donc, ça crée quand même effectivement des particularités. Et on va parler de troubles, mais parce qu'effectivement, l'impact est fort dans le quotidien, en fait. Ouais, en fait, le trouble, c'est l'effet que ça produit dans la société, dans la classe. Exactement. Exactement. Et du coup, quand tu parles de comportement débordant, est-ce que c'est une expression que tu utilises seulement pour les élèves, on va parler d'élèves ici, d'élèves du coup neuroatypiques ou pas? Non, je peux l'utiliser aussi pour les enfants typiques qui n'ont pas de spécificité de comportement, enfin de traitement de l'information. En fait, parce que même eux, s'ils débordent, ils débordent parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait. Et donc, vraiment, l'idée, c'est pas de se dire qu'ils vont déborder tout le temps, qu'ils le font pour embêter. C'est uniquement parce qu'ils essayent de gérer une situation qui est ingérable et ils n'y arrivent pas à le faire autrement. Et le comportement va déborder.
et du coup, effectivement, il va perturber le fonctionnement classe, mais c'est pas, c'est rarement complètement de la faute de l'enseignant, c'est rarement complètement de la faute de l'élève et c'est rarement complètement la faute des autres élèves. C'est un ensemble de choses qui vont faire qu'à un moment donné, il y a des besoins qui ne sont pas identifiés et donc l'élève en question déborde et va perturber le fonctionnement classe. Ouais, et puis en plus, il y a aussi la rencontre des différents besoins. C'est ça qui crée aussi un choc. C'est-à-dire que les élèves ont des besoins, les enseignants ont des besoins, la classe dans son ensemble a des besoins pour pouvoir avancer, progresser, etc. Et du coup, en fait, c'est le moment où ces besoins-là vont pas dans le même sens, qu'il va y avoir un trouble, une crise, un comportement débordant des uns ou des autres, parce que parfois les enseignants aussi peuvent avoir des comportements débordants. Mais on peut tous en avoir, très clairement, on peut tous déborder. Il y a un moment donné, on reste des êtres humains, notre cerveau, il peut saturer parce qu'il y a trop d'informations. Prenons l'exemple classe. Quand on voit le nombre de stimulations auditives qu'il peut y avoir dans une classe, il est évident qu'en tant qu'enseignant, on va aussi parfois interpréter un comportement débordant d'une manière différente s'il se produit le matin, au début de notre journée, que s'il se produit en fin de journée. Parce qu'on aura eu une charge auditive énorme tout au long de la journée, on aura eu notre déroulé à poser, on aura eu plein d'autres choses qui se seront rajoutées dans notre journée, qui fait qu'effectivement, peut-être que le comportement débordant, j'en sais rien, je reprends celui que j'ai dit le matin à 8h30, 9h, on arrive à dire, on remet le picto en mode, on fait ça à la récré, et on s'agace pas, et ça passe. Et puis, quand c'est à 3h30, et là, on dit, ça suffit maintenant, tu t'arrêtes avec ton bruit. Mais parce qu'en fait, on n'en peut plus. Nous aussi, on peut déborder en tant qu'adulte. Ouais. Ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est aussi le fait de remettre en perspective ce qui se passe avec l'état de chacun et le moment de la journée. Parce que je pense que ça va aussi à la fois déculpabiliser certains enseignants et certaines enseignantes qui nous écoutent, et à la fois peut-être donner des pistes de réflexion ou des points de vigilance, de se dire attention. Voilà, c'est vrai que j'ai constaté que tel élève il peut avoir des tendances à avoir des comportements débordants. Peut-être que je vais faire attention à quel moment ça arrive, dans quel contexte ça arrive, pour pouvoir soit les anticiper, soit essayer de les éviter en peut-être faisant redescendre, je sais pas, le calme à un moment donné, ou en permettant à tel élève de pouvoir aller, je sais pas, prendre soin de son besoin du moment et de se dire, peut-être que cet élève-là, trop de bruit, c'est trop, ou trop de collaboration avec les camarades, c'est trop, ou trop d'échecs aussi. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ça va être d'adapter. En fait, c'est vraiment, c'est une des premières clés qui, pour moi, est essentielle quand on veut réduire la fréquence et l'intensité des comportements débordants. C'est comment, dans l'environnement, on peut adapter des fois l'enchaînement d'activités, le lieu, parce que des fois on dit ah oui mais il faut le mettre devant ou il faut le mettre derrière, mais ça dépend de chaque élève, donc du coup pour ce qui est valable pour l'un, ce sera peut-être pas le truc le plus adéquat pour l'autre, et donc du coup on a vraiment besoin de voir quelles sont les adaptations optimum qui peuvent faire que on peut déjà éviter peut-être certaines situations problématiques, parce que on va structurer, adapter notre environnement aussi bien dans les consignes que dans les tâches, que dans les lieux, que dans les, comme tu disais, la collaboration entre les élèves, parce que des fois, il y a peut-être des interactions qu'il faut peut-être éviter de proposer trop souvent dans la classe. Et ça, c'est vraiment une clé pour l'enseignant de voir et d'observer, parce que en observant, c'est là où ils peuvent trouver des pistes pour se dire, OK, eux deux, là, fin de journée, c'est peut-être pas le bon truc, il faut que je les mette autrement, il faut que je les sépare, il faut que je fasse une autre activité, on peut autrement, quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ni de la faute de l'enseignant, ni de la faute de l'élève. Là, on voit bien qu'il y a une question de contexte et que c'est aussi sur ça qu'on peut agir. Et puis aussi, là, dans ce que tu disais, il y avait le fait que on peut le gérer en amont. C'est-à-dire, on peut le prévoir. Quand on pense crise, gestion de crise, comportement débordant,
on est surtout dans la solution une fois que le comportement il a eu lieu. Et là, en fait, en général, on est tous au bout de notre vie, l'élève qui a débordé, l'enseignant qui doit gérer le truc, les autres les élèves autour. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr qu'il y a des pistes et des possibilités, on va en parler. Mais là, en tout cas, c'est intéressant de se dire que tout le contexte peut être revu à l'aune de ces comportements-là et se dire, OK, dans le timing, dans les modalités qu'on propose, dans les choix d'équipe ou de collaboration, etc., dans la durée, dans le moment de la journée. Et tu vois, enfin, les gens ne te voient pas et ne me voient pas parce que c'est un podcast, mais on fait des gestes avec nos mains et le geste de mixage. Et c'est rigolo parce que c'est l'image que j'ai utilisée dans mon livre sur la gestion de classe où tout est une question de réglage. Il n'y a pas un réglage qui va tout le temps. Le réglage, on est tout le temps en train de le faire et de prendre des indices dans ce qui se passe en fonction de l'heure, etc. Donc, voilà. Oui, et puis, en fait, il y a deux choses importantes. C'est que le comportement débordant, il arrive dans un contexte donné et il est aussi influencé par ce contexte-là. C'est-à-dire que parfois, le comportement débordant, il va se répéter parce que le contexte va le renforcer. Et c'est là où parfois les profs vont se dire mais ça veut dire que j'ai mal fait, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Mais en fait non, c'est pas de votre fait, c'est juste que c'est le contexte et des fois c'est le contexte classe, c'est parce que c'est la réaction des autres élèves qui va faire que parfois c'est le fait que dans la gestion de crise on fait comme on peut, mais on va séparer l'élève en lui disant tu vas voir le directeur, tu vas voir la directrice, tu changes de classe. Et ce changement de classe, en fait, peut-être que ça correspond aux besoins de repos que l'élève il avait, de changement d'environnement. Et du coup, l'élève qui a débordé, son cerveau, il expérimente que tiens, si je déborde, je change de classe. Bon, si je veux changer de classe, il faut que je déborde. Et donc l'idée, elle est vraiment d'observer l'ensemble, c'est-à-dire que sur le moment, on fait le pompier. C'est-à-dire qu'on gère comme on peut, il n'y a rien d'idéal, on protège au maximum les autres élèves, on se protège soi en tant qu'enseignant et on protège l'enfant comme on peut. Donc, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas un truc qui va marcher, il n'y a pas un truc qui va faire que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, une fois que vous avez fait le pompier, il faut changer de casquette et il faut mener l'enquête pour mieux comprendre ce contexte et voir qu'est-ce qui déclenche. Des fois, c'est pas un truc, c'est plusieurs choses qui vont déclencher. Et qu'est-ce qui fait que ça se continue dans le temps? Donc, qu'est-ce qui fait que ça renforce? Et donc, il faut vraiment faire un tableau d'observation avec une première colonne. C'est quel moment de la journée? Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Avec qui il était? Qu'est-ce que j'ai dit comme consigne? On note factuellement ce que l'enfant fait comme comportement débordant. Et là, s'il vous plaît, soyez le plus factuel possible. Je sais que c'est pénible. Je sais que ça vous emmerde. Je sais que vous avez l'impression que des fois, ils font exprès. Mais du coup, vous notez factuellement, il a dit ça, il a regardé en l'air, il a soufflé, il a dit des gros mots, il a fait renverser sa trousse. Notez tous les comportements que vous observez de façon plus factuelle. Et après, dans la troisième colonne, vous notez la réaction de l'environnement, la vôtre en tant qu'enseignant, mais aussi et surtout les réactions des autres élèves, parce que ça aussi, ça peut être un facteur qui fait que l'élève, il va continuer de déborder. Donc, il y a tout ça à aller regarder. Et ça, après, vous pourrez mieux anticiper les situations problématiques et donc faire qu'elles apparaissent moins, en fait. Ouais, c'est important ça parce que tu sais quand on est dans la classe, dans la gestion de la situation et de nos émotions en tant qu'enseignant, il y a plein de choses qu'on interprète et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et moi qui suis parfois souvent au fond des classes en posture d'observatrice, je vois aussi ce qui se passe derrière en fond. Parfois il suffit vraiment du petit haussement de sourcil, genre pour l'élève de voir Micheline au fond de la classe qui est en train de chuchoter exactement au même moment et qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, Micheline elle se met à chuchoter et il est pas capable de le mettre en mots, mais ça le fait dégoupiller. Exactement. Donc, du coup là l'idée de pouvoir se dire c'est pas qu'entre cet élève et moi. C'est tout le contexte qui peut générer ça. Et ce que j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, c'est le fait que
il y a rien qui va arrêter les choses du jour au lendemain. Donc, faut arrêter de s'auto-flageller, de se dire je trouve pas la solution, je suis nulle, etc. Non, en fait, merci de le dire. Il n'y a pas de solution miracle. Vous pourrez vous adresser à qui vous voulez, à n'importe quel spécialiste. Il n'y a pas, Et puis en plus, s'il y en a un qui vous en vend une, dites-vous bien que ça marchera pas. Hein. Parce que si la méthode miracle, elle existait, je peux vous assurer qu'elle serait déjà commercialisée et que la personne qui l'aurait trouvée, elle serait milliardaire. Enfin, faut arrêter en fait. Il y en a pas. Donc c'est vraiment, ça va prendre du temps. Et c'est vrai que des fois, quand on fait le pompier, on s'épuise. Mais on s'épuise parce que si on fait que le pompier et qu'on mène jamais l'enquête, on n'est que dans la gestion d'urgence. Et l'idée, c'est que oui, on gère l'urgence, mais il y a vraiment besoin de prendre un temps. Et si c'est pas sur le moment parce que vous êtes dans le fonctionnement de classe, ben c'est après coup, une fois que les élèves sont partis, pour vous dire, OK, il s'est passé quoi avec cet élève? J'étais en train de lui demander quoi? Qu'est-ce que c'est? Nanana. Et on se note les éléments. Et vraiment, notez-les sur un cahier. Parce que parfois, c'est parce que vous allez noter 3-4 fois de suite les moments de tension que vous allez vous dire, ah, mais en fait, à chaque fois, il y a Micheline qui a parlé avant lui. En fait, il y a Bidule qui a fait ça. Ah, c'est que à chaque fois que je lui demande les problèmes que ça commence à partir en cacahuète. C'est quand je lui demande de changer de place que ça va pas. Enfin, et du coup, vous allez avoir vos pistes qui vont ressortir parce que vous aurez noté les choses, quoi. Ouais, ça c'est top. Et est-ce que dans ce que tu vois, est-ce que tu connais des comportements débordants, il y a derrière ça des besoins un peu récurrents qui pourraient aider les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent? Ouais, alors souvent il y a les besoins physiologiques qui reviennent fréquemment, c'est-à-dire que les enfants n'arrivent pas forcément à dire tout le temps qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, qu'ils ont soif, qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin de bouger. Et donc du coup on peut avoir des comportements qui apparaissent à ce niveau-là. Donc point de vigilance, d'autant plus quand on est sur oui, je sais, l'enfant est allé à la récré et vous lui avez dit 15 fois que la récréation c'est le moment pour aller aux toilettes et il vous demande d'aller aux toilettes en rentrant de la récré et ça vous agace parce qu'il vient d'avoir X minutes pour y aller et il ne l'a pas fait. Mais mettez-le aussi en routine parce que certains enfants, et là pour le coup je parlais des enfants neuroatypiques, la récré c'est un contexte pour jouer. Et l'activité aller aux toilettes, c'est une autre activité. Donc du coup, des fois, il y a besoin de ritualiser le passage au WC pour que l'élève apprenne cette routine de quand je sors pour aller à la récré, je vais d'abord aux toilettes pour après aller jouer. Et donc voilà, c'est là il y aura besoin de votre accompagnement et de mettre. Encore une fois, je reviens avec mes supports visuels, mais n'hésitez pas, même si c'est sur des primaires, à visualiser pour que ça rentre en routine. Si on est sur des collégiens, on écrit, on lui rappelle au moment 2, on lui met un petit mot sur la table qui est quand je sors pour la récré, quand je change d'interclasse, je passe aux toilettes. Enfin, pour que justement, il soit pas perturbé pendant son temps de classe par putain, j'ai très envie d'aller aux toilettes et je n'y arrive pas et du coup, je ne peux pas y aller et donc ça va commencer. Je peux pas apprendre en fait. Je peux pas être attentif. Et là, dans la routine, ce qui est intéressant et important, c'est de se dire, en fait, on participe à ça. Quand tu dis, j'aime bien aimer on le met en routine, c'est-à-dire que là, c'est notre rôle. Ah, c'est à nous d'aller accompagner ça pour pouvoir accompagner et aider l'élève à aller vers cette autonomie-là. Exactement. On a parfois tendance à penser que ça doit être acquis. On l'a dit et on va dire non, on vous le dit à chaque fois, vous devez le faire. Non, en fait, à un moment donné, là, du coup, c'est pour accompagner aussi le développement de ses compétences comportementales, psychosociales, Exactement. etc. Et ben là, c'est notre rôle. Ça fait partie de quelque chose qu'on peut enseigner quelque part et de se dire j'interviens dans la construction de cette routine et je ne peux pas me contenter avec tous les élèves de simplement l'annoncer. Il y en a pour qui ça va suffire, mais clairement pour d'autres, il y aura besoin qu'elle soit beaucoup plus mise en routine et que ça devienne une routine pour après, parce qu'une fois que on la répète de façon et qu'on leur fait faire cette routine-là, effectivement, beaucoup vont s'en saisir et il y aura plus besoin de rappeler la consigne et ils vont y aller d'office, etc. Mais s'ils n'ont pas expérimenté, ils ont tendance à ne pas le faire. Et du coup, nous, adultes, on dit, mais on a déjà dit, ça fait 4 fois qu'on leur dit tout le temps, à chaque fois. Et l'élève rentre et il va dire, maman, madame, je peux aller aux toilettes? Et on va lui dire, mais pourquoi tu n'y es pas allé à la récréation? Et oui, effectivement, mais lui, il est parti jouer, quoi. Et il a oublié qu'il avait envie d'aller pisser, quoi. Donc, il y a vraiment besoin d'effectivement de se dire, OK, là, je vais peut-être construire quelque chose. Donc, les besoins physiologiques, ça, c'est quelque chose qui peut faire que les comportements débordent. Après, on va avoir tout ce qui est de l'ordre
de tout ce qui est de l'ordre émotionnel, stress, anxiété. Et des fois, ça n'a rien à voir avec un contexte classe, mais ça peut être avec une embrouille à la récréation qui va revenir dans la classe parce que, c'est ce que tu disais, je vois Micheline qui chuchote et elle m'a embêtée à la récré. J'ai su que Micheline, elle avait dit des trucs pas sympas sur moi et je vois là en classe, elle chuchote à chaque fois que je lève la main. Bon, ça peut faire aussi que quand on lui demande de faire une tâche, l'élève, il pète un boulon et qu'il veuille pas du tout, qu'il s'oppose ou qu'il râle, mais parce que en fait il est dans son agacement par rapport à Micheline, quoi. Donc voilà, il y a de ça. Le stress, l'anxiété de façon générale aussi dans les émotions intervient fréquemment et peut faire que l'enfant déborde. Et puis après il y a le manque de reconnaissance et de feedback, et je sais combien ça peut être très compliqué parce que on a plein d'élèves à gérer et que je suis entièrement d'accord qu'à l'heure actuelle, avoir des classes de plus de 30, ce n'est physiologique pour personne. Et en même temps, vos élèves, ils ont besoin de retour. Et même s'ils n'y arrivent pas, ils ont besoin que vous les valorisiez dans leur persévérance. Oui, je sais, même celui que vous avez l'impression qu'il fait zéro effort, il a besoin d'être valorisé dans le fait que vous voyez qu'il fait des efforts. Et donc, des fois, les comportements débordants, ils attirent plus l'attention que quand l'élève il est calme et tranquille au fond de la classe. Et donc des fois certains élèves ils vont mettre en place cette recherche d'attention de façon négative parce que ils l'obtiennent bien plus que s'ils se comportent bien. Donc là il y a vraiment besoin d'être vigilant, et pour court-circuiter ça, je vous invite à faire des feedbacks réguliers, même si c'est des feedbacks à l'ensemble de la classe. Et à celui que vous voyez qui a tendance un peu trop à s'agiter, vous lui faites des feedbacks de temps en temps un peu personnels pour lui dire: j'ai vu Myriam que tu étais restée assise pendant tout le temps que on a fait la consigne, et je sais combien c'est difficile pour toi. Je te félicite, je te remercie. Et c'est important parce que si on va être sur un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux de il m'énerve, il enclenche et et c'est un ping-pong d'agacement, quoi. Ouais, et là vraiment la question du feedback, elle est à développer dans plus, parce que comme tu dis, il y a cette idée à la fois de pouvoir avoir un retour sur ok, j'ai fait des efforts, en plus ça s'est vu. On ne dit pas que des choses négatives, et donc ça m'encourage d'un côté, et d'un autre côté, quand on fait le feedback, ça permet aussi, plutôt que d'être juste dans encore une fois, t'as pas fait ça, et quand on fait le feedback, ça permet aussi d'apporter des pistes parfois de réponse. C'est-à-dire qu'on leur dit ce qu'il faut pas faire, mais on leur dit pas toujours, ou parfois jamais, ce qu'il faut faire à la place. Et c'est souvent l'exemple que je donne, c'est-à-dire qu'on va leur dire, par exemple, tu dis pas ça, tu dis pas de gros mots, mais on va pas forcément leur faire de propositions sur, ok, mais en fait là j'étais hyper énervée, il m'a vraiment, vraiment saoulée. Si je peux pas lui dire de gros mots, qu'est-ce que je peux lui dire? Et donc, le fait de faire du feedback, il y a ça aussi, cette fonction-là de pouvoir faire avancer. Ok, il s'est passé ça. Ok, il y avait ça qui était bien, ça qui fonctionnait un peu moins bien. Mais comment je fais la fois d'après? Et ça pourrait être universel, mais là, on est sur le comportement. Comment je fais la fois d'après pour m'améliorer, en fait? Et de quoi j'ai besoin? Et souvent, il manque cette partie-là, quoi. Ouais. Et tu vois, quand tu m'as envoyé les questions pour préparer un peu l'épisode, tu me demandais est-ce qu'il y avait des choses à éviter. J'ai envie de vous dire d'éviter de dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que sincèrement, je comprends. Il est en train de dire plein de gros mots et vous voulez qu'il arrête, mais c'est pas en lui disant d'arrêter que ça va lui donner quoi faire à la place. Et si on veut vraiment que l'élève, et là encore plus quand il y a une neuroatypie, réalise les comportements adaptés, en fait, on a tout intérêt à se centrer sur les comportements adaptés plus, en lui disant je suis énervé, et donc on quitte à parler pour lui, on le voit, il est en mode péché, et on va lui dire je suis énervé, j'en ai vraiment marre, j'en ai ras le bol, je m'énerve, pour lui donner ces phrases à dire, parce que là pour l'instant lui tout ce qu'il sait faire c'est dire fais chier, quoi. Donc si on veut qu'il apprenne d'autres phrases, il vaut mieux lui donner les 2 autres phrases à dire, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, c'est aussi prendre chaque situation comme ça, comme un apprentissage, comme une situation d'enseignement. Et quand on se positionne là-dedans, se dire, ok, cet élève-là, dans telle situation, il réagit comme ça et ça convient pas. Comment je transforme ça en situation d'apprentissage, et comment je fais pour qu'il progresse derrière, quoi. Oui. Et puis, c'est surtout de se dire, souvent quand je vais
échanger avec les proches, je vais leur dire, OK, c'est vrai que c'est hyper dérangeant d'avoir un élève qui perturbe le temps classe, mais en fait, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est quoi ce que vous accepteriez? Qu'est-ce qui est possible au sein de la classe? Parce que là, il a besoin de bouger. Donc, de toute façon, vous lui demandez d'arrêter, il va continuer de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Donc, des fois, on va chercher une assise dynamique parce que, du coup, il va bouger, mais il sera toujours assis. Des fois, c'est de dire, OK, on va te donner des missions parce que voilà. Et des fois, c'est de dire, OK, en fait, là, tu vas faire un autre temps. Oui, mais là, au moins, on structure, on l'adapte, on l'anticipe pour pas que l'élève ait besoin de s'agiter pour avoir ce temps où il va pouvoir faire une autre activité plus plaisante ou je ne sais quoi, qui va lui permettre de rester tranquille et pas de perturber la classe, quoi. Ouais, je valide, je suis d'accord avec toi. Excuse-moi. Est-ce que du coup, par rapport à ce qu'on a déjà dit, est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose, que ce soit sur la question des besoins ou éventuellement des réponses à apporter ou enfin des écueils et des choses à éviter? Je sais que parfois, c'est un peu surprenant je vais revenir sur les feedbacks, mais des fois, les feedbacks, ils ont besoin d'être un peu plus concrets. Donc, faut pas hésiter à, effectivement, des fois, à mettre un coup de smiley. Je sais que des fois, c'est assez mal vu de rajouter un petit truc un peu concret, comme, voilà, ça fait l'effet d'une récompense et c'est oui, mais non, ils sont pas là pour apprendre sous récompense. Ouais, mais encore une fois, on aimerait tous que les enfants développent une motivation interne à venir apprendre, etc. Clairement, beaucoup sont d'abord sur une motivation externe pour pouvoir effectivement développer une motivation interne. Et c'est OK d'utiliser les deux. C'est OK de valoriser des comportements de façon concrète pour que du coup derrière l'enfant puisse se dire waouh, j'adore venir en classe parce que c'est génial, parce que je suis valorisée, parce que je vois bien que je progresse, etc. Et en plus on le voit, quoi. Ça, je pense que là-dessus, il y a peut-être une confusion souvent de nuances entre ce qui est la carotte et ce qui est la récompense qui va juste servir de motivation. C'est-à-dire que évidemment, si on est dans tu fais ça et après je te donne un bonbon ou et après on voit bien que là il y a une espèce de carotte un petit peu malsaine si c'est tu le fais pour là déjà avec le si déjà on part mal. C'est ça. Mais en fait l'idée c'est plus de structurer et parfois c'est juste dans l'alternance des activités, c'est-à-dire que l'élève qui, je sais pas moi, est dyslexique, du coup il est tout le temps dyslexique, donc oui pour lire ses textes, mais aussi pour comprendre le problème, enfin l'énoncé de problème de mathématiques. Sa dyslexie, elle va perturber sa compréhension dans sa lecture de son problème, donc ça lui demande aussi beaucoup d'efforts. Et que après on lui dit tu fais le problème et après tu vas faire, j'en sais rien, il adore faire de la géométrie, bah après tu as une tâche de géométrie. Bah là, en fait, la géométrie, c'est ni plus ni moins comme une récompense. Hein. C'est je fais le truc relou et derrière, j'ai un super truc qui me plaît. Bon, bah vas-y, je m'active pour faire le truc relou et je fais le truc qui me plaît derrière. Mais du coup, là, c'est sur quelque chose d'agréable pour l'élève et en même temps, ça va soutenir aussi ce que l'enseignant met en place avec lui, qui est que on souhaite quand même que l'élève vienne avec plaisir au sein de la classe et qu'il soit dans cette dynamique positive, même si des fois c'est difficile, même si des fois il y a des choses qui sont vraiment complexes pour lui, il a besoin de sentir qu'on tient compte de son fonctionnement, de ses facilités et de ses difficultés pour construire avec lui quelque chose d'agréable, quoi. Et ça, on peut lui dire, tu vois, si je reprends l'exemple là, de la géométrie après le problème, pour clarifier la différence, il y a une différence entre dire, allez, tu finis ton truc comme ça, et si tu le finis après, je te donne ton truc. Qui là, pour la même action, la manière dont c'est formulé et présenté, du coup, c'est un peu la carotte pas terrible. Alors que si on dit, je sais que c'est compliqué pour toi, écoute, fais-le, t'inquiète pas, regarde, juste après, il y a une tâche plutôt sympa qui arrive et que elle n'est pas conditionnée, en fait. C'est juste, elle arrive parce qu'on a compris le besoin de l'élève, on dit, voilà, ça, faut le faire parce que si tu le fais jamais, t'avanceras pas. Donc, allez, on le fait, je t'aide, je fais les trucs, etc. On se dit encore 5 minutes et voilà, parce que 5 minutes, voilà, et dans 5 minutes, de toute façon, tu as un truc plus cool, tu pourras te reposer. Et du coup, il se passe exactement la même chose concrètement, c'est-à-dire que je fais un truc chiant et après, j'ai un truc que j'aime, mais le truc que j'aime et qui m'est agréable, il est là pour renforcer la motivation, pour permettre à l'élève aussi de souffler, etc. Et il n'est pas là pour lui mettre la pression, le menacer et pour lui dire surtout ah ouais, t'as pas fait ton truc de lecture, voilà, ton problème, tu sais quoi, la géométrie tu l'auras pas et tu feras un deuxième problème. Tu vois. C'est ça, c'est vraiment ça. Du coup il y a un aspect
c'est inconditionnellement organisé pour qu'effectivement il y ait une succession et des temps où l'élève peut effectivement avoir des temps où il va plus souffler ou faire une tâche en autonomie qui est plus agréable parce qu'elle est moins coûteuse pour lui. Et donc, du coup, on va se servir de ces temps-là pour lui dire, pour s'organiser et se dire, OK, je vois bien que si je lui demande que des tâches compliquées, la fin de matinée, c'est la catastrophe, j'ai un élève qui déborde. Alors que si je rythme et que je fais une alternance entre tâches complexes, tâches faciles, tâches complexes, tâches faciles, j'arrive à ce que j'ai un élève qui continue et qui arrive à maintenir ses efforts, utiliser cette manière de faire. Et oui, ça renforce et c'est une manière de récompenser les efforts, mais c'est nécessaire en fait. Vous en avez besoin pour l'organisation et pour que le maintien classe et que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de comportement débordant tout le temps, quoi. Ouais. Et donc là, on a parlé de tout ce qu'on peut faire un peu en amont, autour, de manière contextuelle, peut-être pour pouvoir essayer de gérer, éviter tous les comportements débordants. Quand le comportement débordant, il est là, parce que de toute façon, comme on a dit, il n'y a pas de recette miracle. On peut pas tout le temps éviter. Et on essaie juste d'atténuer ou de diminuer la fréquence, etc. Quand le comportement débordant, il est là, quelle piste, toi, tu aurais à proposer? En gros, en tant qu'enseignant, je vous invite à ne pas surréagir. C'est-à-dire que je sais, vous avez très envie de dire stop, vous avez très envie de parler, de rappeler la consigne, etc. Mais le cerveau de l'enfant, à ce moment-là, il n'entend pas. Et en plus, ça va rajouter de l'information. Donc, des fois, c'est pire. Ça accentue le problème. Donc, vous allez, encore une fois, je reviens sur le fait de protéger. On protège les autres enfants. Je prends l'exemple d'un enfant qui se met à taper. On va éloigner les autres enfants. On va effectivement parfois avoir besoin qui est le fait de reculer l'élève ou de le mettre dans une autre classe pour isoler, pour faire un tampon parce que là, on n'y arrive plus. Après, ça va dépendre aussi de la structuration de l'école, de la classe, enfin bref. Si l'élève, c'est un élève neuroatypique, est-ce qu'il a une AESH ou pas? Enfin bref, c'est tout ça qui est à construire parce que vous allez avoir besoin de se dire, OK, dans la gestion de crise, c'est quoi les solutions possibles par rapport au comportement que l'élève y fait? Qu'est-ce que je peux lui dire de faire ou comment je protège les autres, je me protège moi et je protège l'élève pour qu'effectivement ça passe. Parce qu'une fois que c'est parti, généralement ça s'arrête pas. Hein. Donc tant que l'élève il n'est pas fatigué de son comportement débordant physiologiquement parlant, le comportement débordant il est parti et donc vous n'arrivez pas à l'arrêter. Hein. Donc c'est pour ça que je dis éviter de surréagir parce que le problème c'est que des fois ça va entretenir le truc problématique et qu'il vaut mieux poser, faire des actes plutôt que de donner plein de paroles qui est contre-productive. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous voyez que c'est difficile parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux des comportements débordants, il y a vraiment besoin de co-construire avec les parents et les professionnels qui suivent l'enfant. Donc, quand les parents, c'est pas pour leur demander, leur dire oui, c'est super compliqué, etc. Souvent, si c'est compliqué à l'école, c'est aussi à la maison. Donc, ça aide pas les parents si vous leur dites c'est compliqué. Oui, en fait, on sait que c'est compliqué avec notre enfant. Mais vous allez plutôt avoir besoin qu'ils puissent peut-être vous donner ce que eux ils ont déjà tenté à la maison et qui fonctionne de temps en temps. Ça peut être aussi à voir parce qu'il y a peut-être des petits aménagements ou des petits outils utilisés à la maison qui peuvent peut-être permettre que l'enfant il régule un peu mieux ses émotions au sein de l'école et que ça vaut le coup de peut-être faire ces 2-3 adaptations et puis voir aussi avec les professionnels qui accompagnent l'enfant neuroatypique parce qu'ils sont là pour vous donner justement peut-être des pistes sur l'adaptation des consignes, sur la structuration du travail, sur le fait de OK, vous avez fait plein d'informations, vous avez noté plein d'infos mais vous n'arrivez pas à trouver, ils sont là pour vous aider à trouver qu'est-ce qui peut déclencher et qu'est-ce qui peut faire que le comportement continue et que oui, parfois ça fait un peu peur de se dire qu'on a d'autres personnes qui vont peut-être juger notre travail, mais on n'est pas là du tout pour ça. On est vraiment là pour co-construire. Et ce que je dis souvent aux enseignants, c'est moi j'ai besoin de vous en fait. Je peux trouver plein de pistes, imaginer plein de supports, construire plein de supports pour que l'élève il se comporte mieux au sein de votre classe. Mais si j'ai pas votre aide et si j'ai pas votre observation, si j'ai pas votre ressenti, comment ça se passe au sein de, je peux pas en fait. Je pourrais pas construire mes supports. En tout cas, je peux construire, mais ça sera pas efficace. Pas autant que si on travaille ensemble, pas autant que si vous me donnez tout ce que vous observez et qu'on construit ensemble, on co-construit ensemble. Ouais. Là, tu as touché un point
très important, il me semble, à développer parce que je pense que quand on enseigne, en tout cas, quand on se retrouve dans cette situation-là, on pourrait avoir tendance, c'est la tendance peut-être que j'ai eue, à se dire qu'il faut que je trouve une solution. C'est ma classe et du coup, à culpabiliser de pas le faire. Et donc là, dans ce que tu as dit, il y a à la fois de se dire, OK, en fait, c'est pas de ma responsabilité de faire que ce comportement-là arrête et disparaisse. C'est pas non plus de la faute ou de la responsabilité des parents. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait de se dire, on est dans de la co-construction, mais surtout quand on va aller chercher ce que les parents savent de leurs enfants, ce qu'ils peuvent proposer, on construit vraiment une relation de coéducation où on fait ensemble. Et on peut des fois apporter des conseils quand on en a, mais voilà. Mais parfois on peut aussi être dans cette posture de voilà. OK, je sais que c'est difficile à la maison, c'est difficile à l'école. Moi, j'ai essayé ça. Est-ce que vous avez essayé ça à la maison? Ça a l'air de fonctionner en classe. Et qu'est-ce que vous avez essayé à la maison? Et ça, vraiment, c'est un vrai quelque chose qui est vraiment important pour ne pas éloigner aussi les familles. Parce que quand on est en difficulté avec son enfant, qu'en plus on sait que l'enseignant ou l'enseignante vont à chaque fois venir nous dire ça a encore pas été voilà, comme si aussi c'était à nous de trouver de la solution, de gronder l'élève, du coup notre enfant, donc ça crée aussi des tensions au sein de la famille. Enfin, il y a plus rien qui va. C'est tendu entre les adultes, c'est tendu entre les adultes et l'enfant, c'est difficile pour l'enfant, alors que de chercher ensemble des solutions et de se dire voilà, pouvoir partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, partager les efforts, faire venir les professionnels, comme tu le disais. Voilà, c'est peut-être une piste. Et je vous donne l'exemple. Du coup, je vais partager un exemple perso. Donc, j'ai 3 enfants et mon petit dernier, l'année dernière, ça a été un peu compliqué au niveau des comportements. Il a des comportements débordants à des moments donnés. Il peut pousser les autres, etc. Il a 5 ans. Et l'enseignante, elle m'a dit, une fois, elle était vraiment excédée. Donc, elle l'a débordé. Elle lui a dit, ça suffit, maintenant, t'arrêtes de bouger, tu te mets là, je veux plus t'entendre. Il y en avait ras-le-bol, quoi. Et du coup, j'ai récupéré mon enfant qui était un peu en mode, je veux plus y aller demain parce que j'ai pas aimé comment elle m'a parlé. Et donc, j'ai accompagné mon fils pour qu'il répare la relation avec son enseignante. Et elle est super cool parce que du coup, elle a pris le temps de dire, il lui a dit, j'ai peur que tu me recries dessus. Et elle lui a dit, moi, j'ai peur que, effectivement, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à s'entendre non plus. Donc, je veux qu'on trouve des solutions ensemble. Et ce petit truc de se dire qu'on trouve des solutions ensemble, c'est hyper aidant pour mon fils parce que du coup, c'est oui, OK, sur le moment, elle s'est un peu agacée contre moi, mais derrière, elle est venue et on a fait ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et même moi, en tant que parent, je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un support pour qu'ils comprennent que voilà, l'espace des autres, il doit le respecter. Je dis, je sais que tu fais plein de choses et en même temps, je vois bien que c'est galère et j'aimerais bien quand même que ça soit pas tout le temps galère pour toi à l'accompagner dans la classe. Et elle m'a dit, mais vas-y, montre-moi ce que tu as fait. J'essaye de voir si je peux l'adapter pour l'école. On essaye de voir ensemble. Je lui ai même dit, franchement, j'ai pensé à un contrat de comportement avec des points verts, quoi, parce que vraiment, je me questionnais. Et elle m'a dit, ouais, mais si on fait ça, faut vraiment qu'on parte sur 2 petites choses. Qu'est-ce que toi tu fais à la maison? Mais vraiment, vous voyez, ce truc de ce va-et-vient entre le parent et l'enseignant, mais c'est aussi entre l'enseignant et l'enfant. Parce que du coup, pour moi, il y a aussi très important, c'est que quand il y a des comportements débordants, souvent, on gère entre adultes. Mais en fait, on a aussi besoin d'inclure l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il déborde. Encore une fois, il le fait pas pour faire chier l'adulte. Et du coup, de prendre le temps de voir avec lui dans un moment calme, lui dire, franchement, je sais que quand tu fais ça, c'est parce que t'en peux plus. Ça lui fait du bien déjà, parce qu'il se sent pas utilisé, etc. Et de lui dire, vraiment, je veux qu'on trouve une solution. Moi, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu as pensé à autre chose? Peut-être des fois, il sait pas, mais déjà que vous fassiez ça, cet élan vers lui pour dire, OK, je sais que t'es pas défini juste parce que tu cries ou juste parce que tu pousses, que tu es un élève à part entière et que ça te définit pas entièrement, ça va lui faire beaucoup de bien et ça va vous permettre de construire une relation de confiance avec l'élève qui est une source de motivation pour lui. Vraiment très forte. Exactement. Je suis presque émue parce que tu dis. Non, mais c'est vrai. En fait, la relation, quand on est enseignant, quand on travaille dans les relations d'aide, d'accompagnement, etc., on est sur de l'humain et du relationnel. Oui.
Et donc, oui, il faut inclure tout le monde. Oui, il faut soigner les relations. Oui, il faut essayer de gérer, de faire avec nos émotions et celles des autres. Et encore une fois, et co-construire, et discuter, être dans les relations. Bon, voilà, enfin, c'est ce qui va permettre d'avancer sans recette magique et miracle, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, il n'y en aura jamais, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble et de se dire, OK, si on n'y arrive pas, parents, enseignants, peut-être qu'il faut qu'on voie avec un professionnel, quelqu'un qui vienne observer dans la classe, le psychologue scolaire ou quelqu'un d'extérieur pour justement nous aider à prendre du recul sur la situation et à tenter des nouvelles choses, à co-construire de nouveaux trucs pour que justement, on retrouve un mieux-être pour tout le monde, en fait. Aussi bien pour l'élève qui déborde que pour l'enseignant ou que pour les autres élèves au sein de la classe, quoi. Ouais. Et c'est trop chouette. Non, mais je crois qu'on a fait le tour de la question. Comme on pouvait le faire en tout cas dans un épisode de podcast. Et après, chaque personne pourra aller tirer les fils qui lui parlent, etc. Je te remercie vraiment pour tout ce partage et cet échange. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter ou de dire pour conclure ? C'est des moments très compliqués à passer. Les comportements débordants au sein d'une classe, ça met à mal tout le monde et en même temps, vous n'êtes pas seul en tant qu'enseignant pour traverser ces moments-là et vraiment, il y a des outils et vous n'êtes pas, vraiment, vous n'êtes pas seul. Donc, co-construisez avec d'autres personnes. Vous avez peut-être aussi avec d'autres collègues, c'est pas forcément avec, mais voilà, sortez de cette solitude. C'est pas à vous de tout faire, quoi. Merci. Si les auditeurs, les auditrices veulent te suivre, découvrir ton travail ou travailler avec toi, t'aimerais discuter. Sur mes réseaux, donc c'est Ludvivo. Sur Instagram, c'est Ludvivo thérapeute créative. Sur TikTok, c'est Ludvivo, Ludvivo. Et après, j'ai coécrit un livre sans idée pour accompagner des jeunes neuroatypiques face au harcèlement scolaire de la maternelle au lycée. Et j'en ai un prochain qui sort fin octobre 2023 sur l'autisme. Donc voilà. Super, donc on a tout, 2 livres, les réseaux. C'est ça. T'es dans quelle zone géographique ? J'ai oublié de te demander. Je suis dans l'Isère, je suis en Rhône-Alpes. Mais après, c'est l'avantage maintenant avec le travail en ligne, c'est que on peut faire beaucoup de choses avec la visio, donc c'est plutôt cool. Ouais, donc tu travailles en visio et donc les personnes intéressées pourront éventuellement te contacter. Exactement. Super. Merci beaucoup pour. Merci Émilie. Et puis, merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Salut. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Sur Spotify par exemple, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Si vous avez apprécié mon contenu et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching ou demander une formation ou faire un bilan de compétences, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également vous procurer mon livre Gestion de classe, mode d'emploi dans toutes les librairies. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.